Et salut les amis d'internet, vous vous souvenez des jeux de récréation, genre 1, 2, 3 soleil, le chat ou le loup? Mais surtout, est-ce que vous vous rappelez de ça? Le jeu de billes. Amusant avec ces petits ronds de carton. Eh bien allez, aujourd'hui je vous propose un saut dans le passé avec les objets qui ont marqué mon enfance dans les années 90. C'est parti! Vous voyez cette petite chose? C'est une bille. Mais c'est surtout un concentré d'histoire. Les billes, ça existe depuis l'Antiquité. Les enfants égyptiens et romains y jouaient déjà, avec des versions en argile, en pierre ou en verre. Plus tard, au 19e siècle, l'Allemagne a commencé à fabriquer des billes en verre colorées, donnant naissance au modèle qu'on connaît tous maintenant. Là, je vous montre quelques gravures romaines que j'ai trouvées sur internet. Mais sachez que j'ai vraiment scrollé à fond pour trouver les petites gravures romaines. Il y a personne qui a pris ça en photo, c'est bizarre, non? Tout le monde s'en fout, peut-être? Non, nous, ce qu'on veut savoir, c'est combien t'as d'œils de chat, des pépites, des calots, en terre ou en verre, ou bien plates. Il existe des tonnes de sortes de billes. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait vraiment des billes qui avaient un sacré prestige auprès de tout le monde. Le jeu de billes. Il y a des billes de chat, il y a des billes boulets, il y a des billes calots, il y a plein de sortes de billes. Il y a des gros billes qu'on appelle les mammouths. On se dispute parce que des fois on dit que ce sont des vraies parties, mais en fait ce sont des fausses. Et l'autre il prend la bille à l'autre. Mais des fois on triche alors. J'étais plutôt bon au jeu de billes. On jouait vraiment partout, genre plaque d'égout, cage d'escalier, dans le sable, parce qu'on avait un méga grand bac à sable. Alors il y en avait qui faisaient des grands châteaux de sable avec du sable doux, ou du sable à doux. Alors si vous avez pas la rêve, vous faites sûrement une tête comme ça. Bon, du coup, je vous explique le sable doux ou le sable à doux dans mon école primaire d'Edouard Herriot, Amélie Hénard, on les embrasse. Ça consiste à passer le sable sur le sol entre nos petits doigts boudinés d'enfant et de le rendre doux. Le sable doux. Sable doux. Mais surtout, le résultat, c'est qu'on avait les mains d'un ouvrier en situation irrégulière et de la poussière plein les poches. Bref, pour revenir aux billes, on organisait des duels ou des battle royales. Bon, on n'appelait pas ça comme ça. D'une certaine façon, bah, c'était Warzone, mais avec des billes. Et souvent, le résultat de tout ça, c'est soit t'étais le champion de la récré et t'avais les poches remplies de billes, ou bah t'avais tout simplement les poches remplies de sable. Et je pense que les profs ont encore des PTSD à cause de ça. Imaginez-vous, vous êtes sur une plage à Hawaï en 1990, quand votre sieste est perturbée par un bruit. Bon, vous avez forcément reconnu, là c'est un POG, enfin c'est plutôt un kini, c'est ce qui servait à dégommer les POG, les petits ronds en carton pour en récupérer un maximum. Mais est-ce que vous saviez que POG, en fait ça vient de passion orange et goyave, c'est un jus de fruits qui était à Hawaï. C'est incroyable, non? À l'origine, dans les années 1920, les enfants hawaïens utilisaient les bouchons de bouteilles de ce jus qui s'appelait POG, passion orange goyave, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est là qu'ils ont inventé le jeu où il fallait empiler plusieurs cartons et le frapper avec les morceaux de plastique, le kini. Mais avant de se développer et de devenir un phénomène mondial, il s'est quand même passé 70 ans, parce que, en fait, une enseignante a remis ça au goût du jour en 1980, en montrant à ses élèves à quoi ils jouaient quand ils étaient gamins. Et donc, c'est l'entreprise canadienne World POG qui a repris en 1990 le concept pour en faire les POG qu'on connaît maintenant. C'est un jeu assez amusant avec ces petits ronds de carton qu'on essaye de retourner avec des ronds de plastique qui s'appellent les slammers. Ça nous fait une occupation pour la récré. Ça nous donne une occasion de jouer ensemble. Ça touche déjà les garçons et les filles. De plus, c'est ludique, ça veut dire que les gens jouent. Les jeunes peuvent gagner ou perdre. Il n'y a pas ce phénomène que de collection. Il y a un phénomène de gain, il y a un phénomène de jeu collectif, d'échange. Pour être honnête avec vous, moi j'en avais pas vraiment des POG en fait à l'époque, j'en avais même pas du tout. C'est un camarade qui m'avait fait tester une fois parce que son grand frère lui avait ramené. Et la vérité c'est que je ne comprenais rien aux règles, mais je trouvais les illustrations très stylées. Et regardez, c'est brillant, les dessins sont fun, avec ce personnage emblématique qui n'est rien d'autre que Pogman, avec ses grosses dents blanches, complètement désordonnées. Il y a de l'humour, c'est coloré, il y en a pas un qui se ressemble, et ça a vraiment la taille idéale pour en collectionner la dose. Il y a vraiment tout pour plaire pour les enfants finalement. Et un jour j'ai acheté un énorme lot à Emmaüs pour 2 balles, histoire de rattraper tout ça. Merci.
t'es Jojo's ou t'es pas Jojo. Démonstration. Les Jojo's, c'est tout nouveau. C'est rigolo. T'en fais la collecte, tu joues avec. C'est surtout bien entre copains. Ça donne des envies, des idées. Il y a bien 200 manières d'y jouer. Et attention, hein, faut choisir les vrais. Tu les gagnes, tu les perds. Mais si t'es vraiment Jojo, tu les regagnes rapido. T'es Jojo ou t'es pas Jojo. Ah, les Jojos, c'est vraiment un truc de fou. Je sais que c'est un des jeux qui m'a le plus marqué à la cour de récré. En fait, à l'époque, pour les obtenir, il fallait aller en maison de la presse. Et du coup, ça tombait bien parce que ma mère, qui achetait son TV 7 jours, parce qu'à l'époque, fallait bien savoir qu'est-ce que t'allais regarder à la télé le soir, c'était vraiment le moment idéal pour aller chercher les précieux morceaux de plastique de couleur. Ils étaient vendus dans des petits sachets où il y en avait 4 à l'intérieur, et je sais qu'il y avait des niveaux de rareté différents, mais je me souviens plus très bien. Je me souviens juste qu'il y avait des numéros derrière, et qu'il y avait des couleurs différentes. Il faut dire qu'avec mon frère, on en a amassé une sacrée collection, regardez. Historiquement, j'ai pas trouvé grand chose sur les Jojos en faisant mes recherches. Mais tout ce que je sais, c'est que ça a été créé dans les années 90 par un fabricant de jouets israélien. En gros, il se serait inspiré des osselets, qui ont pris une forme un peu plus marrante, un peu plus fun, et ce qui a donné les Jojos. Et franchement, je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas plus de documents sur ça, parce que moi, c'est vraiment une énorme partie de mon enfance, et je pense qu'ils méritent clairement leur place en termes de jeux de récré. C'était vraiment un banger, ce truc. Et je me souviens que dans la cour, c'était vraiment la compétition. Moi, ma façon préférée de jouer, c'était le lancer le plus proche du mur. Et en vrai, j'étais pas mauvais, hein, sans vouloir me vanter. Délire dans le Stade de France, 48e minute. Et avec ça, on faisait même des parties où on mettait nos Jojos en jeu. Et le gagnant remportait le Jojos de l'autre. Et je me souviens d'une partie avec William, où il avait tellement pleuré que je lui avais rendu son Jojos. Et quand je suis rentré à la maison, je me suis dit que je pouvais pas. William, au fond de toi, tu sais que tu me dois ce Jojos. Personne ne semble pouvoir désormais échapper à l'invasion japonaise de Léviator, Dragon de Feu et autres ectoplasmas. L'année 2000 et l'année 2001 sera Pokémon, tout simplement parce que au Japon nous avons vu fleurir de nouveaux jeux, Pokémon Gold et Pokémon Silver. Donc il est très clair qu'on n'a pas fini avec ces petites bébêtes. Ça ne fait même que commencer, 180 produits dérivés sont attendus cette année et en tête les peluches et le Monopoly Pokémon, des réussites commerciales en perspective qui viendront renforcer le succès déjà énorme du jeu Nintendo. Lancé en 1996 au Japon, le jeu de cartes Pokémon est basé sur l'univers du jeu Game Boy, créé par Satoshi Tajiri. Désolé pour la prononciation. D'ailleurs, beaucoup pensent que le manga est sorti en premier, mais en réalité, il a été publié en 1997, après le succès des jeux vidéo. Et il y a quelques années, on savait que les cartes rares valaient extrêmement cher aux enchères, mais aujourd'hui, avec les actualités sur Pokémon, c'est vraiment devenu n'importe quoi. Les files d'attente interminables devant les King Jouets, les gens qui se battent pour avoir un carton, tout ça pour de la spéculation finalement. Moi je pense qu'on a perdu un peu le côté enfantin. Imaginez tous ces enfants qui ne pourront jamais ouvrir de Pokémon. Il est loin le temps où tu pouvais aller à la maison de la presse pour acheter ton petit booster avec tes petits bonbons que t'avais eu à la boulangerie. Vous savez, les petits bonbons pleins de sucre où on s'en mettait plein les doigts. Les mêmes doigts qui ouvraient les boosters et qui mettaient des morceaux de sucre partout, même sur le Dracofeu holo. De quoi faire transpirer les plus gros collectionneurs actuels. Moi honnêtement, quand j'étais petit, je comprenais rien aux règles de Pokémon. Mais les illustrations, ça me suffisait, donc voilà. Et j'ai une sacrée anecdote de ce temps-là, parce que un jour, mon petit frère, je sais que tu me regardes, avait emporté toutes les cartes Pokémon dans sa petite poche. Mais il était en école maternelle. Et il les a fait tomber de sa poche. Et là, des petits malins lui ont tout raflé. Et ce jour-là, j'ai cru perdre un frère. Mais heureusement pour lui, à mes 30 ans, il m'a racheté des Pokémon de la première génération. C'est bien rattrapé le fraté. Les Beyblade ont été créés en 1999 par la société japonaise Takara Tomy. Et ce que vous savez sûrement pas, c'est qu'elles sont inspirées des toupies traditionnelles japonaises, appelées Beigoma.
qui étaient en métal et s'affrontaient, comme dans le dessin animé, dans des arènes en bois. Et avec ça, encore une fois, on s'affrontait sur des plaques d'égout, mais aussi des trous dans la terre, ou alors, un peu plus dangereux, sur des tables de ping-pong. En tout cas, c'était une véritable guerre permanente à toutes les récrés. Mais un jour sombre est arrivé. Le petit Tristan, alors en plein duel contre Kevin, dans un combat qui s'annonçait épique, après le fameux 3-2-1 hyper vitesse réglementaire, la toupie de Kevin s'est encastrée dans la figure de Tristan. Après cet incident, Madame Vion, directrice de l'époque, a interdit les toupies. Un véritable drame pour les mordus de Beyblade. C'est trop triste. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas des mouchoirs? Mais ça sent bon. Il y en a plein. Eh bien oui. Diddle, ça a été créé en 1990 par l'illustrateur allemand Thomas Gottlieb. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Bref. L'illustration à la base, elle a été prévue pour des BD. Mais finalement, il a revu son idée et c'est devenu un méga phénomène de papeterie plutôt. Ces petites feuilles mignonnes, eh ben, elles avaient la particularité d'être parfumées. Mais il n'y avait pas seulement des feuilles, il y avait des carnets, des post-it, des cartes, des peluches. Et en vrai, c'est arrivé un peu de nulle part. Mais je me souviens que comme on n'avait plus le droit à ces fameuses Beyblade, tout d'un coup, tout le monde s'est mis à avoir des feuilles Diddle. Et tout le monde avait son classeur. Bon, et là, normalement, c'est le moment où moi, je vous montre mon classeur, que j'aurais gardé précieusement et que je vous aurais dévoilé comme ça. Mais malheureusement, bah, j'ai plus rien. Mais j'ai la chance d'avoir une amie qui m'a transféré son classeur. Vous voulez le voir? Et évidemment, mon premier réflexe quand j'ai vu ça, c'est de sortir une feuille pour essayer de voir si ça sentait encore. Et malheureusement, bah, ça sent plus rien. Mais c'est cool parce que c'est vraiment comme dans mes souvenirs, c'est des illustrations mignonnes, il y a de la couleur partout. Je dois dire que c'est plutôt cool d'avoir trouvé ce classeur, parce que quand je l'ai ouvert, je me suis dit, c'est vraiment incroyable parce que j'ai retrouvé les sensations d'autrefois. Je me suis dit, ah ouais, celle-là je l'ai, ou celle-là je l'avais, ou celle-là je l'ai sûrement échangée. Et c'était vraiment cool. C'était un bon moment. Et je la remercie vraiment de nous avoir offert ce petit moment de nostalgie. Franchement, fallait voir à l'époque, les gens, ils s'arrachaient les feuilles, mais ils se distribuaient ça et sniffaient ça comme des camés à la gare. Et là, normalement, c'est le moment où je vous montre le documentaire de Lina où on voit des enfants qui s'échangent des feuilles, mais en réalité, j'ai rien trouvé. Par contre, j'ai trouvé ça. Salut les amis, je m'appelle Diddle, la souris sauteuse. Je pourrais sauter avec tous mes ballons et je pourrais juste s'amuser. Tu es sûr que tu veux sauter? Ouais. Tu es sûr que tu veux sauter? J'entends encore sa voix dans ma tête. Ouais, vraiment, quand je repense à tous ces jouets et ces moments de récréation, ça me fait vraiment sentir vieux. Mais c'était vraiment cool, par contre, de partager avec vous tout ça. J'ai une petite pensée aussi pour tous ces objets qui se sont retrouvés bradés pour 1 € dans les foires à tout. En tout cas, si vous avez la nostalgie de tout ça, sachez que des licences comme Beyblade ou Pokémon, bah ça existe toujours. Et en 2025, il y a carrément Diddle qui a annoncé son retour. Ça va encore sniffer de la feuille. Et voilà, cette vidéo est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis à une prochaine fois. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et puis, bah, portez-vous bien. Ciao!